Bonjour, Catherine Gros. Enchantée, pardon. Bonjour, Sophie, enchantée. Bonjour, Félix Morin. Bonjour, en français, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir les cartons de temps, s'il vous plaît? Oui, merci. Bonjour, Caroline Chambon-Lesage, CPA, CA, MBA, et je travaille au bureau de comptable dans Roger Chambon, merci. Bonjour, Mireille Dubé, MSC, CPA, CA, et je suis professeur à l'UQTR. Bonjour, Marie Lamontagne, CPA, CA, MBA, 6 ans, directeur principal chez Deloitte. Bonjour, Alexandre Barry, CPA, CA, MBA, directeur de certification Solus Fidélité Comptabilité. Efficience opérationnelle et innovation. Ces deux concepts sont primordiaux pour votre entreprise. Vous l'avez d'ailleurs prouvé avec les récents changements qui ont été apportés au sein de l'entreprise La Mauricienne et qui vous positionnent désormais en croissance. Toutefois, cette croissance apporte évidemment une surcharge de travail et c'est pourquoi vous avez fait aujourd'hui appel à notre cabinet Bilodeau et Associés, composé de Félix Morin, Catherine Gou et moi-même, Sophie Gauthier, afin de vous venir en main. Ainsi, notre mandat aujourd'hui est clair, c'est-à-dire vous aider, vous conseiller quant à l'application des traitements comptables suite à votre agrandissement, ainsi que vous conseiller quant à l'avenir de l'éventail de vos produits. Les enjeux, en fait, aujourd'hui, pourquoi ce mandat est si important pour votre entreprise? Eh bien, premièrement, évidemment, pour le respect de votre clause restrictive, c'est important de voir si, avec les traitements comptables actuels, votre clause sera toujours respectée. Le projet d'éventail, d'élargissement de votre gamme de produits est également important, considérant l'importance concurrentielle que cette large gamme de produits peut avoir et également l'impact sur votre entreprise et votre stratégie, ce qui m'amène évidemment à l'importance de mettre à jour votre stratégie actuelle. Ainsi, l'ordre du jour va aller comme suit. Tout d'abord, on va commencer avec le projet d'élargissement de l'éventail de la gamme avec une analyse. Ce que nous, on va vous conseiller aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant avec ce projet-là et d'acquérir la machine pour faire la nouvelle production des saucisses, par exemple, sans emballage. Et pour ce qui est des traitements comptables, on vous donnera nos conseils quant aux 6 principaux traitements comptables qu'on a repérés, qui auront un impact en fait à la hausse sur votre clause restrictive, qui passera de 4,49 à 4,83. Nous passerons maintenant à l'analyse quantitative du projet d'acquisition de la nouvelle machine, en fait, pour produire les saucisses sans boyaux, en plus du pain de viande. Pour faire cette analyse quantitative-là, nous avons dû poser plusieurs hypothèses. Du nombre, on a posé l'hypothèse d'une revente de la machine après 20 ans, soit au bout de la durée d'utilité de 20 ans. On nous proposait un montant de revente après 5 ans. Par contre, on considère que si on va de l'avant avec ce projet-là, c'est vraiment une direction d'entreprise qu'on fait et qu'on veut porter ce projet sur 20 ans. La revente potentielle après 5 ans, ce serait juste une façon de diminuer le risque, compte tenu s'il y a des erreurs là, ou si la production n'atteint pas nos objectifs. Ensuite de ça, nous avons posé l'hypothèse de 2 nettoyages de machines par jour. Pour cela, on s'est basé en fait sur le fait que l'entreprise n'accepte régulièrement pas de production de moins de 4 heures de production et basé sur une journée en fait de 8 heures, qui reflète les conditions actuelles des employés. Ça fait 2 nettoyages par jour sur une année, en fait 50 semaines et 5 jours par semaine. En parlant de ces employés ici, on nous donnait un éventail en fait de 12 à 18 $ de l'heure. Nous avons donc pris la moyenne pour porter leur salaire horaire à 15 $. Suite à ça, nous avons vraiment voulu cibler en fait la croissance organique des ventes de l'entreprise actuelle. Pour ce faire, nous avons retiré en fait les ventes liées au contrat d'approvisionnement récemment signé
des ventes de la dernière année, l'année 2013, pour voir l'évolution des ventes courantes, ce qui donnait une évolution de 3% des ventes annuelles. À ce fait, avec cette croissance des ventes de 3%, nous avons ensuite ajouté pour les années à venir le contrat d'approvisionnement qui porte des ventes jusqu'à 2 millions de kilogrammes annuels, qui est l'entente minimale en fait qui nous permettent de nous acheter, et avec la croissance de 3% plus. Ensuite de ça, nous avons posé l'hypothèse que les recettes représentaient chacun un tiers, donc le porc, le bœuf et la viande tierce, que je ne me rappelle plus malheureusement, mais représentent chacun un tiers en fait des ventes, donc on a supposé les ventes linéaires par rapport à ce mix-là. Et finalement, pour les pertes liées à la nouvelle machine, nous avons posé l'hypothèse des pertes de 0,5%, soit moins de 1% qu'on nous indiquait. Pour l'analyse complète en fait, du projet, nous avons posé un taux de rendement de 12%, qui est basé sur le taux effectif sur les obligations récemment émises, qui comportait un taux implicite en fait, de 8% sans l'option, qui représente vraiment en fait, le rendement exigé par les créanciers. À ce 8%, on a ajouté un 4% qui représente en fait le risque du projet, en plus des rendements supérieurs exigés par les propriétaires actuels. Donc, avec ces hypothèses mises en branle, vous voyez en fait la répartition des ventes en kilogrammes de la première année, donc 2014, et ensuite 2015, qui s'échelonne ensuite sur 20 ans là, pour notre évaluation. Donc, vous voyez les ventes totales de 4,6 millions qui sont basées sur la croissance des ventes régulières de 3%, en plus des 2 millions de kilogrammes vendus en lien avec le contrat d'approvisionnement. Avec ça et le taux de rendement de 12%, nous obtenons en fait une valeur, un investissement initial en tenant compte en fait de la valeur actuelle des économies d'impôt de 5,2 millions de dollars et une vanne positive à 12% de rendement à 1,3 million de dollars. Donc, avec cette analyse quantitative, du point de vue quantitatif, c'est vraiment un projet qui nous semble viable et rentable. Donc, nous vous recommandons en fait d'aller de l'avant avec ce projet-là. Nous allons maintenant passer à une analyse plus qualitative pour voir si ça s'enligne avec vos options et vos choix d'entreprise. Oui, en effet, c'est extrêmement important d'aligner les projets que vous voulez entreprendre avec votre stratégie actuelle de croissance. Il faut que ces projets-là soient capables de soutenir cette croissance-là. Et c'est notamment par les faits qualitatifs qui nous poussent à vraiment vous conseiller d'aller de l'avant avec le projet. Premièrement, le sondage qui a été fait récemment est très positif par rapport au projet. 78% des répondants trouvent qu'il y a peu de variété au sein de la Mauricienne. Vous n'offrez actuellement qu'un seul type de produit. Ça manque de variété selon eux. 85% de ces répondants-là sont également plus intéressés à faire un virage plus santé. Or, on sait qu'avec les saucisses sans boyau, on va éliminer beaucoup de gras et de sel. Donc ça, c'est bien. Puis 50% d'entre eux sont prêts à même payer plus cher pour des produits plus santé. Également, tel que mentionné, ça soutient la stratégie de croissance. Puis finalement, ça va être un avantage concurrentiel important sur le marché puisque vous seriez les premiers à faire l'acquisition de cette machine-là. Être le premier à acquérir cette machine-là amène certains risques, évidemment. Donc, on a essayé de pallier ça en ajoutant la prime de risque de 4 %, mais c'est quand même de garder en tête que ça peut être risqué d'être le premier à utiliser la machine. Le CA, le conseil d'administration, est présentement réticent au projet, donc il va falloir le mettre de notre côté, de votre côté en fait, pour pouvoir mener à bien le projet. Puis, ça va venir peut-être concurrencer vos saucisses standards. Vous vendez actuellement les saucisses, donc en vendant les saucisses de meilleure qualité, bien, on peut peut-être voir une légère décroissance du chiffre d'affaires des saucisses standards. Et les marges estimées, selon notre analyse, peuvent évidemment différer au réel, étant donné qu'elles se basent sur des hypothèses selon l'étude qui était nommée. Donc, en conclusion, d'un point de vue quantitatif et qualitatif, définitivement aller de l'avant avec le projet. Donc, c'est bien beau décider d'aller de l'avant avec le projet, mais il faut savoir comment le financer. Actuellement, vous couvrez vraiment bien vos charges financières que vous avez encourues, en fait, avec l'émission de dette récente. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Par contre, avec les valeurs comptables, vous avez un taux d'endettement de dette sur actifs supérieur à 75 % qui nous semble un peu élevé. De plus, avec les résistances du CA, nous proposons en fait que vous, Julien, vous vraiment démontrez votre intérêt et votre croyance dans ce projet-là en amenant vraiment une mise de fonds là, sous forme de capitaux propres pour financer là, la majeure partie en fait de cet investissement de 6 millions de dollars.
c'est bien clair que vous devriez vérifier avec les 2 autres propriétaires s'ils seraient intéressés à participer et à quelle hauteur à ce financement-là. Mais vraiment, si vous voulez décider de les convaincre d'aller de l'avant avec ce projet, nous vraiment vous recommandons de proposer vous-même une mise de fonds là, en capitaux propres. Nous allons maintenant aborder les principaux traitements comptables qui vous préoccupaient et qui concernent les états financiers de 2013 pour votre année au 30 juin. On a ici la liste des 6 principaux pour pouvoir vous aider à vous retrouver. Donc, les 6 qu'on a retrouvés sont ici. Les 4 premiers concernent vos états financiers de 2013. Les 2 derniers concernent le fait qu'on vous recommande d'aller de l'avant avec le projet de l'acquisition de la machine pour la saucisse sans boyau. Pardon. Donc, les 2 derniers concernent celle-là. C'est nos recommandations pour ce qu'il va y avoir à faire avec cette acquisition-là. Donc, tout d'abord, on va commencer avec l'acquisition d'emballage qui a été faite durant l'exercice financier 2013. Elle a été faite, en fait, la problématique comptable concernant cette machine-là, c'était de savoir à quel coût il fallait la comptabiliser à l'actif de la Mauricienne. Actuellement, vous l'avez comptabilisé à 300 000 $ qui était le prix d'achat. Toutefois, il y avait des frais de transport et installation de 35 000 que vous aviez mis en frais de généraux à votre état des résultats. Toutefois, ces frais-là sont capitalisables et peuvent être inclus à la valeur de la machine parce qu'elles servent à amener la machine dans l'état et le lieu qui va être nécessaire pour l'utilisation de la machine et donc peuvent être capitalisées. C'est pourquoi elle va être capitalisée à l'actif à 335 000 $ et non pas à 300 000 $, ce qui fait les impacts suivants. Donc, vos frais généraux vont diminuer, actifs augmentent et l'impact sur votre ratio doit être de l'augmenter de 0,34 considérant qu'on diminue votre charge du montant de 35 000 $. Ensuite, si on passe à la prochaine, vous avez ici l'impact sur votre amortissement. Donc, cette machine-là, comment on va l'amortir? Maintenant, c'est plus 3. Vous avez déjà fait l'amortissement pour votre valeur de 300 000 $. Mais maintenant, ça va être 335 000 $ qu'on va amortir. Et ainsi, on va commencer à l'amortir le 15 mars, qui est la date au moment où la machine était prête à être mise en marche. Donc, elle a été mise en marche, en fait. Ce qui fait une charge, en fait, totale de 9 771 $ d'amortissement. Il faut donc augmenter la charge que vous aviez prise actuellement de 1 021 $ ici. Ensuite, si on parle ici, en fait, l'acquisition, le changement qu'on vous propose à l'actif de le capitaliser à 335 000 $ cause un impact sur vos passifs d'impôt différés. Comme on sait, vous avez choisi d'utiliser la méthode du passif d'impôt différé. Et donc, il y aura étant donné que au comptable, votre machine vaudra 335 000 $, mais qu'au fiscal, elle vaudra seulement 300 000 $, il y a une différence temporelle qui vous créera un passif d'impôt différé. Donc, ici, vous avez le calcul, donc 25 % étant votre taux d'impôt, vous avez un passif d'impôt différé qui est créé de 8 750 $ qui viendra donc modifier vos états financiers. Ensuite, on passe au coût d'emprunt. Comme on sait, vous avez acquis des emprunts pour pouvoir financer votre agrandissement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces coûts d'emprunt-là? En fait, ils ont servi à l'agrandissement et à l'acquisition de la machine de l'emballeuse. Donc, vous avez 2 choix, soit la capitalisation ou soit la charge. Toutefois, pour pouvoir faire ce choix-là, il faut que ce soit sur un actif qualifié. C'est quoi un actif qualifié? C'est un actif qui est construit sur une durée de temps assez longue, en fait. Et donc, il faut se demander ici si l'emballeuse et vos agrandissements sont considérés comme des actifs qualifiés. Toutefois, la machine, vous ne l'avez pas construite, vous l'avez acquise. Donc, non, ce n'est pas un actif qualifié. Et l'agrandissement en soi ne dure pas plus de 12 mois, elle dure en fait 4 ou 5 mois, votre agrandissement. Et donc, ça ne peut pas être considéré comme un actif qualifié non plus. C'est pourquoi vos coûts d'emprunt ne peuvent pas être capitalisés avec l'emballeuse, par exemple, et les actifs que vous allez capitaliser. Il faut les passer en charge au fur et à mesure les coûts d'emprunt comme vous avez fait actuellement. Vous avez fait appel à un emprunt convertible récemment pour l'agrandissement de cette usine et pour l'achat de l'emballeuse. Puis, je sais que vous, en tant que directrice financière, vous aviez quelques interrogations quant à la comptabilisation de cet emprunt convertible-là. Il faut savoir que c'est une obligation convertible au gré du porteur, du détenteur. Donc, en nature, c'est une substance qui est hybride. Donc, c'est important de primer la substance économique sur la forme. Donc, c'est de séparer ces 2 substances-là, soit le passif, qui est une obligation de verser la trésorerie sous forme d'intérêt, puis l'instrument de capitaux propres qui donne un droit résiduel sur les actifs nets lorsque le créancier décide d'exercer son droit de conversion. Donc, la formule à retenir, c'est que l'obligation convertible égale à une obligation non convertible plus le droit de conversion. Si on passe plus en détail sur chacun des éléments,
L'obligation convertible avait été mise au pair à 1,5 million de dollars, donc ça, c'est sa valeur. Ensuite, selon les NCCF, il faut trouver la valeur selon l'élément le plus facilement identifiable. Dans le cas-ci, c'est le passif. Donc, le marché était prêt à payer pour exiger en fait un taux de 8 % annuel, donc 4 % semestriel, pour une obligation qui était non convertible. On a actualisé le montant à la juste valeur actuellement qui donne un montant de 1,194 millions de dollars pour cette obligation-là non convertible. Par différence, simplement, ça va nous donner le droit de conversion qui est de 305 782 $. La comptabilisation ultérieure, étant donné que vous êtes en NCCF, vous avez également le choix d'attribuer directement le montant de 0 au droit de conversion et mettre la totalité du 1,5 million à l'obligation non convertible. Nous vous conseillons d'aller avec ce choix. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Mais d'ailleurs, on vous recommande en fait de prendre cette option-là. Donc, l'évaluation ultérieure, si vous décidez de choisir la méthode marginale en attribuant les deux éléments, le droit de conversion reste identique, donc le solde est pareil. Le passif doit être amorti auto-effectif, oui. Donc, au 30 juin, sa valeur est de 1,2 million. Il va avoir une charge d'intérêt qui est en fonction du taux effectif et non en fonction du taux réellement payé des intérêts, donc soit 4 % semestriel. Donc, la charge d'intérêt devrait être ajustée à la hausse de 5 340, ce qui a un impact à la baisse sur votre ratio de clause restrictive. Nous savons que vous êtes vraiment pas proche de ne pas respecter votre clause restrictive, mais ça l'amène quand même le ratio à la baisse. C'est pourquoi nous vous conseillons de mettre votre droit de conversion à solde à 0. Il ne va y avoir aucun ajustement sur les états financiers, puis aucun impact sur vos ratios à ce moment-là. On va passer maintenant au retour lié au contrat que vous avez signé avec AliPlus. Comme on sait, en 2013, vous avez signé un contrat avec la compagnie AliPlus. La problématique qui était vraiment concernant ce contrat-là, c'était surtout ce qui concernait les retours. En soi, le fait qu'ils vous promettent d'acheter une certaine quantité ne peut être comptabilisé dans vos états financiers. Par contre, pour pouvoir comptabiliser les ventes qui sont faites à AliPlus au fur et à mesure, et surtout celles de fin juin, en fait, il faut pouvoir évaluer à combien vont s'élever les retours pour pouvoir satisfaire les critères de comptabilisation des produits. Ainsi, on a calculé actuellement combien était le taux de retour pour l'année qui vient tout juste de passer et on arrive à un taux de 23,44 % pour AliPlus. C'est pourquoi on vous conseille de prendre ce taux, qui est le taux, selon nous, le plus vraisemblable, puisque c'est la première année qu'on signe avec eux, de ce taux de retour sur les ventes qui ont été faites pour les 10 derniers jours de juin, parce que c'est seulement les 10 derniers jours de juin qui pourront être retournés, considérant la clause de 10 jours pour le retour, en fait. Et donc, on arrive avec une provision pour retour que vous devrez comptabiliser de 12 500 $. Cette provision-là devrait être mise au passif, évidemment, et donc il n'y aura pas d'impact sur votre clause restrictive, étant donné que ça ne touche pas votre charge d'intérêt en soi. En ce qui concerne les traitements comptables, si jamais vous décidez d'aller de l'avant avec le projet des saucisses sans boyau, le coût initial va être de 6 millions de dollars, ce qui représente le prix d'achat de la machine. Nous savons qu'il y a des frais de formation afférents à cette nouvelle machine-là de 15 000 $ au début, puis récurrents par la suite. Ces frais de formation-là ne sont malheureusement pas capitalisables et doivent donc être passés en charge au fur et à mesure où ils sont encourus. Pour ce qui est de l'amortissement, ça va être sur le montant le plus faible entre la durée d'utilité ou la durée de vie. Donc, la valeur résiduelle après 20 ans est de 50 000 $. Donc, si on divise la valeur de la machine moins la valeur résiduelle sur 20 ans, ça donne une charge annuelle d'amortissement de 297 500 $. Ça va avoir un impact fiscal, étant donné que l'amortissement fiscal va être plus grand que l'amortissement comptable. À titre indicatif, à l'an 1, vous allez avoir un actif d'impôt différé de 225 625 $. Finalement, les frais de publicité que je crois que c'est Julien qui voulait mettre en marche des mesures pour bien intégrer sur le marché les produits. Les saucisses gratuites qui vont être insérées doivent être passées en CMV. Les saucisses gratuites en kiosque qui vont être données seront passées en charge. Et les coupons rabais auront un impact à la baisse sur le chiffre d'affaires lorsque les rabais seront utilisés.
Ainsi, pour vous, qu'est-ce qui vient maintenant? En fait, tout d'abord, il va falloir faire les ajustements comptables qu'on vient tout juste de vous présenter, c'est-à-dire les 4 premiers. Ensuite, il faudra aller vérifier l'intérêt des autres actionnaires concernant le projet. Évidemment, pour pouvoir mettre de l'avant ce projet-là, comme on vous a déjà dit, il va falloir aller sentir le pouls dans le fond et les convaincre que ça vaut la peine, comme on le fait actuellement. Ensuite, à moyen terme, il faudra mettre à jour votre plan d'action. On sait que vous avez déjà une planification stratégique, vous faites en sorte de savoir où vous voulez aller. Toutefois, elle a été faite il y a plusieurs années et il faudra maintenant considérer vraiment l'élargissement de votre gamme et l'importance sur votre efficacité concurrentielle. Ainsi, on vous conseille vraiment de faire une réunion et de mettre à jour ce plan-là pour pouvoir s'assurer que vous allez tous dans la même direction. Il faudra également présenter le projet final au conseil d'administration pour s'assurer que le projet pourra passer de l'avant. Et vous allez pouvoir, après ces étapes, pouvoir faire l'acquisition de la machine et mettre en place le traitement comptable que nous avons présenté, soit le 5e et le 6e. Donc, en gros, je crois qu'on a assez discuté. Vous savez, on vous conseille d'aller de l'avant avec le projet et de mettre en place les traitements comptables qu'on vous a recommandés qui pourront même augmenter votre clause restrictive actuelle. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Actuellement, je suis un peu nerveux. Vous avez dit à Julien de sortir 6 millions de ses poches. Je suis posé le prendre. Effectivement. En fait, ce n'est pas la totalité de l'investissement qu'on recommande d'aller par fonds propres. C'est une surpondération, en fait, de cet investissement-là, qui va, d'une part, en fait, diminuer, en fait, le niveau d'endettement actuel dans l'entreprise, mais en plus, démontrer l'intérêt de Julien dans ce projet-là et probablement le fait qu'il va épauler ce projet-là et qu'il va tenter de le mener à bien. Dans le calcul quantitatif de la vanne, j'aimerais ça, bon, je vois que vos hypothèses, j'ai compris, seulement j'aimerais savoir un petit peu de détails dans les éléments que vous avez inclus dans votre calcul de vanne. Les grandes lignes. Moi, j'aimerais ça savoir ce que ça veut dire, VEIACC. OK. En gros, c'est la valeur actuelle des économies d'impôt, la VEIACC, pardon. Et pour répondre à vos questions, en fait, les grandes lignes, là, outre les hypothèses qu'on a là, en fait, il y avait l'hypothèse de cannibalisation. Donc, après la première année, 25% des ventes, 15% étaient représentées par les saucisses sans boyaux et 10% par le pain de viande. Et donc, à ça, on a inclus un coût de renonciation aux ventes, donc le bénéfice qu'on perd sur les ventes de saucisses avec boyaux qui viennent impacter à la baisse, en fait, la vente. OK. Je pense que c'est flou, là, parce que le tableau des ventes, si vous pouvez mettre la slide du tableau des ventes, là. Moi, j'avais compris que vous considériez des ventes annuelles de 4 millions. Oui, 4,7 millions, c'est les ventes en kilogrammes, en fait. OK. Pardon, on avait oublié. OK. C'est vraiment pour démontrer, en fait, la répartition des ventes là, en fonction du 15% des saucisses sans boyaux et du 10% du pain de viande. En termes On a une vente de 1,3, mais sur quoi? 20 ans? Sur Oui. 20 ans, Sur mais 20 ans. sur saucisses à boyaux et pain de viande ou juste saucisses à boyaux? C'est sur quoi? Non, C'est sur l'entièreté du projet. Donc, vous avez L'entièreté pris du pain de projet. viande et saucisses à boyaux. Oui, sans boyaux. Et Ah oui. ordre régulière. non, OK, je vais essayer de clarifier. En fait, les saucisses sans boyaux est le nouveau produit, mais comme les ventes de pain de viande, dans la position de pain de viande, on prend les deux procédés, en fait, qui sont pris pour les saucisses sans boyaux, qui, je ne sais pas si vous vous rappelez des termes précis, mais en fait, C'est la machine qui est utilisée, c'est la nouvelle machine qui est utilisée pour produire des pains de c'est ça. viande. Donc, on a compris que, en fait, la vente du pain de viande était Conditionnelle à l'acquisition de la nouvelle machine, étant donné qu'elle utilisait les mêmes processus que les saucisses sans boyaux. Et pour les ventes régulières, c'est le niveau de vente, c'est juste pour savoir sur les ventes totales, mais il y a pas les ventes régulières, on n'a pas pris ça dans notre calcul de vente, c'est vraiment un calcul différentiel. Puis le 6 millions, il est soustrait quelque part? Oui, ben le 6 Ouais, millions, c'est c'est l'investissement initial là, à la première année, là, autant zéro. Donc, le 6 millions, moins la valeur actuelle de toutes les économies d'impôt que
l'acquisition de la machine va pouvoir générer arrive à une valeur actualisée de 5,2 millions. Sur 20 ans. Sur 20 ans. Mais moi, mon 6 millions que je vais sortir dans mes poches, là, je vais le remettre dans mes poches dans combien de temps? De toute façon, vous me demandez de le sortir de mes poches. Là. Et je le rentre dans mes poches dans combien de temps? Le délai de récupération, en fait, stable, c'est à l'intérieur de 10 ans. Mais bien entendu, là, vous faites du rendement là, annuel. À l'intérieur de 10 ans. À l'intérieur de 10 ans. OK. Puis est-ce qu'on. Là, on a pris le pourcentage, là, 10-15, je pense, de pain de viande, saucisses sans boyaux. Oui. Ça n'aurait pas été plus rentable de prendre juste des saucisses sans boyaux. On est obligé de prendre des pains de viande ou. En fait, c'était une partie qualitative du réalignement stratégique également que nous vous offrions, c'est-à-dire de vraiment élargir votre gamme de produits, puisque c'est vraiment important, vous allez réduire votre dépendance envers la saucisse, mais vraiment pouvoir élargir votre gamme de produits, ce qui est vraiment nécessaire dans les marchés actuels. Donc, pour être cohérent avec nos recommandations, on voulait vraiment inclure les deux gammes de produits dans le projet. Pour la dette, vous nous avez présenté deux choix en nous disant on va vous revenir tantôt sur lequel est notre préférence. Je suis pas sûre que vous soyez revenus. Ça se peut-tu que vous soyez pas revenus? Ça se peut que j'ai passé vite, mais je suis revenue. J'ai mentionné, en fait, ce qui est mieux, c'est d'attribuer un montant de 0 au droit de conversion parce que ça va avoir aucun impact sur vos ratios puis il n'y a aucun ajustement comptable à apporter actuellement. Mais si on avait mis à équité, on a eu un passif, donc un taux d'endettement en moins. Merci.